le calmar géant. Nous allons envoyer des caméras là où peu d'humains ont jamais été. Attention tout le monde. Vous pensiez que l'océan profond n'était que de l'eau sombre et des poissons étranges? Détrompez-vous. Là-bas se trouvent des villes anciennes, des créatures que personne ne croyait exister, et des forces naturelles capables de geler la vie en quelques secondes. D'un doigt gelé de la mort à un calmar avec des yeux de la taille de plats à dîner, c'est la matière des cauchemars et des merveilles. Mais croyez-moi, vous serez choqués lorsque vous verrez ce qui vous attend à la fin. Numéro 20. Le doigt gelé de la mort. Avez-vous déjà entendu parler du doigt gelé de la mort? Ça semble faux, mais c'est réel. Connu sous le nom de brinicle, cette formation de glace peut geler des créatures au contact. Vue pour la première fois dans les années 60, mais finalement filmée en 2011 près de l'Antarctique. Ils ont dû nager sous la glace, installer leurs grosses caméras lourdes, puis filmer cela, un brinicle. C'est une colonne lourde de saumure, plus froide que l'eau, qui coule au fond de l'océan et gèle tout autour. Voici comment cela fonctionne. Lorsque la glace de mer se forme, elle libère de l'eau super salée et super froide. Cette eau dense plonge vers le bas, gelant tout autour, créant un tube glacé qui atteint le fond marin. Et j'étais vraiment fasciné. On disait qu'il y avait ces formations de glace qui poussaient vers le bas à partir de la glace de surface, remarquablement rapidement. Mais personne n'avait vraiment vu leur croissance. Une fois qu'elles touchent le fond, les étoiles de mer et les oursins de mer sont congelés sur le champ. Les images de la BBC montrent cet effet en temps, en action. Certains tabloïds l'ont surnommé le glaçon de mort sous-marin, alimentant des mythes sur des forces extraterrestres. Mais non, c'est un processus naturel. En 2023, des scientifiques de Columbia et de Lawrence Livermore ont construit des modèles informatiques de croissance des brinicles. Andrew Thurber, de l'Oregon State, a qualifié les brinicles d'incroyablement délicats, mais mortels pour les petites vies marines. Le piège mortel au ralenti de la nature, rare mais fascinant. En parlant de pièges mortels, ce que vous allez voir ensuite élève le creepy à un tout autre niveau. Numéro 19, calmar colossal. Le 9 mars 2025, des scientifiques d'abord du navire de recherche Falkor, d'eux ont envoyé un sous-marin robotique nommé Sebastian à environ 2000 pieds de profondeur. De nulle part, les lumières du robot ont capté quelque chose dérivant. Un petit calmar d'un pied de long. Ce n'était pas n'importe quel calmar. C'était un calmar colossal juvénile, Mesonychotutis hamiltoni. Avant cela, nous n'avions vu que des morts, échoués ou dans des estomacs de baleines. Maintenant, il nageait librement. Les scientifiques Kat Bolstad et Aaron Evans ont failli le perdre. Aaron a même dit « J'ai commencé à hyperventiler en voyant les crochets étranges sur ses bras. Oh, et ses yeux, près de 16 pouces de large, les plus grands de tous les animaux. Nous avons ici une chance de voir un animal que personne n'a jamais vu à grande taille vivant là où il appartient et qui n'a aucune idée que les humains existent. Cela les aide à voir des proies dans l'obscurité totale. Preuve que ces géants légendaires vivent vraiment là-bas. Mais l'océan ne concerne pas seulement les calmars rares, cette prochaine découverte océanique a également causé beaucoup de confusion. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton « Like » et « S'abonner », allez-y et faites-le maintenant. Numéro 18. La méduse portugaise mortelle. En 2020, des chercheurs en profondeur au large de l'Australie occidentale ont repéré une créature massive en forme de spirale à environ 2000 pieds de profondeur. Les gens l'ont appelée méduse portugaise, mais ce n'était pas vrai. Ce qu'ils ont vu était un siphonophore, Sipumicitimi de Framicit, spécifiquement du genre Apalemia. Les vraies méduses portugaises automnes flottant à la surface avec des voiles remplis de gaz et des tentacules venimeux pouvant atteindre 100 pieds de long. Elles piquent douloureusement et peuvent de même causer des blessures durables. Mais ce siphonophore des grandes profondeurs était une bête complètement différente, un énorme organisme colonial fait de parties spécialisées. Il ne flottait pas. Il dérivait gracieusement dans les profondeurs. La confusion s'est répandue rapidement en ligne, mélangeant faits et mythes. Certains ont même prétendu que cette créature profonde était une gigantesque méduse. Non, bien qu'étroitement liée, ce n'était pas l'espèce de surface classique, Phasalia physalis. La spirale des grandes profondeurs était une découverte rare et impressionnante, nous rappelant qu'il existe des branches entières de vie là-bas que nous comprenons à peine. Pas une méduse mortelle, mais quelque chose d'aussi étrange. Mais attendez, si vous pensez que les structures sous-marines sont de simples tas de roches, détrompez-vous. Numéro 17. L'Atlantide perdue du Japon. En 1986,
Le plongeur japonais Kiyachiro Aratake a fait une découverte incroyable près de l'île de Yonaguni. Sous 82 pieds d'eau, il a trouvé une énorme formation rocheuse en escalier qui ressemblait à une pyramide engloutie. Le site était immense, mesurant 165 pieds de long, 80 pieds de large et s'élevant à 82 pieds de hauteur. Il était devenu connu sous le nom d'Atlantide du Japon. Le géologue Masaki Kimura a pensé qu'il pourrait avoir plus de 10 000 ans, construit lorsque le niveau de la mer était plus bas. Il a suggéré que des peuples anciens l'avaient construit et peut-être l'auraient enlié au continent mythique de Mu. À des milliers de miles d'ici, au large des côtes du Japon, certains pensent avoir trouvé des preuves d'un autre royaume perdu. Mais des sceptiques comme Robert Schoch ont soutenu que la formation n'était que du grès naturel façonné par des tremblements de terre et l'érosion. Des angles aigus et des marches, ont-ils dit, se produisent naturellement dans les zones sismiques. Flint Dibble l'a qualifié de pur naturel. Pourtant, se tenant sous l'eau, entouré de ces marches parfaites, eh bien, il est difficile de ne pas se demander. Une civilisation perdue? Ou le travail étrange de la nature? La vérité reste fortement débattue à ce jour. Et en parlant de créatures étranges, parlons d'un poulet flottant. Numéro 16. Concombre de mer poulet sans tête. Le concombre de mer poulet sans tête, ou Anypneastes exemia, est l'un des animaux marins les plus étranges qui existent. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre? Le poulet sans tête. Oui, Je voulais dire que c'est celui du poulet. Animaux marins. Connu depuis 1882 mais rarement vu vivant, jusqu'en 2017, une caméra en profondeur dans le golfe du Mexique l'a enfin capturé, révélant un corps rose et transparent qui brille doucement lorsqu'il essaie de le déranger. Puis, en 2018, des chercheurs australiens en ont filmé un autre près de l'Antarctique, à près de 2 miles de profondeur. Contrairement aux concombres de mer typiques qui rampent le long du fond marin, celui-ci nage. Il utilise de petites nageoires palmées pendamment pour pagayer gracieusement, flottant juste au-dessus du fond de l'océan. Le surnom monstre poulet sans tête est resté parce que, il ressemble exactement à un poulet plumé dérivant dans l'espace. Y a-t-il quelque chose d'étrange dans l'eau de l'océan Antarctique? Et les chercheurs l'appellent un monstre poulet sans tête. Il est aussi connu sous le nom de danseur espagnol en raison de son mouvement de balancement. Ces créatures vivent dans le monde entier entre des profondeurs de 1600 pieds à près de 20 000 pieds. Bien que nous en ayons repéré quelques-uns sur caméra, il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Preuve que les profondeurs marines sont pleines de surprises. Et si vous pensez que c'est étrange, que diriez-vous de poissons invisibles? Numéro 15. Poisson transparent, leptocéphalus. Les leptocéphales sont les larves transparentes des anguilles. Pendant des décennies, ils ont intrigué les scientifiques. En 1904, Johannes Schmidt en a capturé un près des îles Féroé, lançant des mythes fous sur ces créatures transparentes. Certains pensaient qu'il poussait nos quais sur le fond marin ou naissait parmi ceux du bonbon. Ce n'est qu'en 1893 que le zoologiste français Yves Delage a prouvé qu'ils étaient des bébés anguilles. Des études ultérieures de Giovanni Grassi et de chercheurs modernes ont confirmé que les leptocéphales vivent dans les eaux ouvertes et non sur le fond marin. En fait, ils migrent de haut en bas dans la colonne d'eau chaque jour, restant entre 100 et 1100 pieds barth de profondeur. En 2020, la NOAA a même trouvé des leptocéphales rares avec des taches oranges vivant à plus de 5000 pieds de profondeur. Mais malgré leur apparence fantomatique, ce ne sont pas des créatures mythiques vivant au fond. Ce ne sont tout simplement que des bébés anguilles, adaptés à une vie dérivante et transparente dans la zone crépusculaire de l'océan. Encore un autre exemple de la façon dont les faits surpassent souvent les mythes les plus fous sur l'océan. Et maintenant, l'un des mystères les plus célèbres de l'océan. Numéro 14. Le bloop. En été 1997, des microphones de la NOAA ont capté un son mystérieux et tonitruant dans le Pacifique Sud, si fort qu'il a été enregistré par des capteurs distants de plus de 3000 miles. Ils l'ont appelé le blop. Le son profond montant n'avait pas de source évidente et était plus fort que tout animal connu. Christopher Fox de la NOAA a même plaisanté en disant qu'il pourrait provenir d'une créature plus puissante que n'importe quel animal sur Terre. Les théories ont explosé en ligne. Des calmars géants, des sous-marins secrets, même le Cthulhu de Lovecraft. Pendant des années, personne ne connaissait la vérité. Puis, en 2012, la NOAA a lié le son à des tremblements de glace, des icebergs massifs se brisant près de l'Antarctique.
Le sismologue Robert Ziak a confirmé la correspondance. Le bloop était le son des icebergs se fracturant, pas des monstres. Aujourd'hui, cela reste la preuve de la facilité avec laquelle les profondeurs marines suscitent notre imagination, et de la façon dont les forces de la nature peuvent imiter même les mythes les plus terrifiants. Mais parfois, ce que nous trouvons sous l'eau est trop humain. Numéro 13. Lagoon Chuck, flotte de la Seconde Guerre mondiale, Micronésie. En 1969, le légendaire explorateur Jacques Cousteau a filmé l'un des cimetières les plus étranges de l'océan, la lagune de Chuck, en Micronésie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette lagune abritait une importante flotte japonaise. Mais les 17 et 18 février 1944, les États-Unis ont lancé l'opération Hailstone, coulant plus de 40 navires japonais et détruisant 250 avions. La lagune est devenue connue sous le nom de Pearl Harbor du Japon. Le documentaire de Cousteau a révélé des épaves fantomatiques parfaitement préservées dans les eaux calmes de la lagune. Depuis lors, des plongeurs ont exploré plus de 50 épaves majeures, d'énormes cargos, des pétroliers et des navires de guerre, maintenant grouillant de vie marine. Il y a eu une différence entre les navires, entre un pétrolier, disons un cargo, et un navire de guerre. Et puis les avions étaient très beaux. En 2018, le projet Recover a utilisé le sonar pour localiser 3 avions américains perdus, apportant une clôture aux familles après des décennies. La biologiste marine Becky Kagan-Schott a déclaré que plonger ici était comme entrer dans une capsule temporelle. Des mythes entouraient la lagune, des histoires de navires maudits et d'une île engloutie nommée Wanip. Mais des experts confirment que la lagune de Chuck est un musée sous-marin tragique, mais réel. Et pourtant, l'océan cache des secrets encore plus anciens, des villes entières perdues sous les vagues. Numéro 12. Tony Séracléon. En 2000, l'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot a fait une découverte stupéfiante, l'ancienne ville portuaire égyptienne de Tony Séracléon, longtemps considérée comme mythique, utilisant des sonars et des magnétomètres au large d'Abou Kirbaé, en Égypte. Ce sont les secrets de l'Égypte ancienne, qui pendant des milliers d'années ont été submergés sous la Méditerranée. Les trésors appartiennent à 2 villes englouties, qui étaient considérées comme des légendes. Son équipe a trouvé des statues colossales, des navires coulés et d'énormes ruines de temples reposant sous le fond marin. La ville a coulé vers 100 avant Jésus-Christ, jour après un tremblement de terre et une élévation du niveau de la mer. Avant sa redécouverte, Tonis Héracléon n'existait que dans de vieux textes, lui valant le surnom d'Atlantide de l'Égypte. L'équipe de Gaudiot a récupéré 70 navires, des statues de 5 mètres, des pièces de l'époque d'Alexandre le Grand et des artefacts du quotidien figés dans le temps. Le point culminant, une massive stèle en granit avec des hiéroglyphes confirmant l'identité de la ville. Des mythes sur des malédictions ou l'implication d'extraterrestres se sont rapidement répandus en ligne, mais des experts ont précisé que la submersion était causée par des forces naturelles. En 2021, seulement 5% du site avait été exploré, laissant entrevoir encore plus caché sous le limon. Gaudiot a décrit voir des hiéroglyphes émerger sous l'eau comme un moment de Riders of the Lost Ark. Parfois, l'océan ne se contente pas d'engloutir l'histoire, il la préserve parfaitement. Et en parlant de tragédies englouties, numéro 11, épave du MV Derbyshire, Pacifique. Le MV Derbyshire était le plus grand navire marchand de Grande-Bretagne lorsqu'il a disparu en 1980 pendant le typhon Orchid. Il a reçu 3 rapports météo, un de Guam, un de Tokyo et un de Hong Kong. Et chacun avait donné au typhon Orchid un emplacement différent. Le navire de 91 000 tonnes a disparu sans appel de détresse. Pendant 14 ans, les familles ont exigé des réponses. Puis, en 1994, l'explorateur maritime David Mearns a localisé l'épave à près de 14 000 pieds de profondeur au large d'Okinawa. Plus de 2500 artefacts ont été photographiés. Les enquêteurs ont découvert que le navire avait subi une défaillance structurelle lorsque d'énormes vagues ont endommagé les ventilateurs et inondé les cales de chargement. Cela a provoqué une implosion catastrophique sous une pression intense. Des mythes de sabotage ou d'explosion ont circulé, et cette libération d'énergie était probablement équivalente à de nombreuses tonnes de TNT. Mais en 2000, une enquête officielle a exonéré l'équipage, confirmant que des forces naturelles avaient causé la catastrophe. La tragédie a conduit à 22 réformes de sécurité internationale pour les transporteurs en vrac. Aujourd'hui, le Derbyshire repose comme une leçon sinistre sous le Pacifique, sa perte ayant entraîné des changements qui ont depuis sauvé d'innombrables vies. La mer prend, mais elle enseigne aussi.
Et parfois, elles nous montrent des créatures comme le poisson baralei que nous n'aurions jamais imaginé voir vivant. Numéro 10. Poisson baralai. Le poisson baralai était connu depuis 1939, mais seulement comme des spécimens morts avec des yeux tubulaires et une tête transparente. Enfin, en 2004, des scientifiques de Mbari en ont filmé un vivant au large de Monterey Bay, flottant à environ 2000 pieds de profondeur. L'aquarium de Monterey Bay et l'équipe de plongée ont vécu une rare observation d'un poisson unique avec une tête transparente. Il était connu sous le nom de poisson à œil de baril. Les yeux verts lumineux du poisson perçaient à travers sa tête en forme de dôme transparente fixée vers le haut pour repérer les proies. Puis, en 2008, des scientifiques ont révélé qu'ils pouvaient faire pivoter ses yeux vers le bas, parfait pour la chasse. Les mythes l'ont rapidement étiqueté comme un poisson extraterrestre ou un monstre à tête de verre. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais comme « pas possible que nous voyions ça ». Vous savez, il n'y a rien là-dehors qui ressemble à cet animal. Mais ce design étrange permet au baralai de repérer de faibles silhouettes de proies tout en restant protégé sous les piqûres des méduses. Il vole même de la nourriture aux siphonophores. Bruce Robison de Mbari a noté qu'il ne l'avait repéré que 9 fois en plus de 5000 plongées en profondeur, prouvant à quel point cette créature est insaisissable. Parfois, la réalité, c'est vraiment plus étrange que la fiction. Et si vous pensez qu'un poisson avec des yeux rotatifs est étrange, attendez de voir un calmar qui marche. Numéro 9. Calmar à grande nageoire. En septembre 2024, des scientifiques ont plongé une caméra à près de 11 000 pieds dans la fosse des Tonga. Là, ils ont capturé les premières images d'un calmar à grande nageoire marchant le long du fond marin. Ils avirent une caméra profondément sous cette plateforme pétrolière et ont repéré cette créature avec ses appendices incroyablement longs. Son corps flottait tandis que ses tentacules, de plus de 13 pieds de long, touchaient doucement le sol comme des jambes filiformes. Regardez ça. Oh ouais, c'est différent. Je pensais que ce n'était pas ça dont tu parlais. Regardez ça. Regardez la longueur de ces choses qui pendent. Comment les appelez-vous? Tentacules? Jambes? Tentacules? Jambes? Jusqu'à présent, les observations de calamars à grande nageoire étaient principalement des images floues et lointaines, rien de clair. Et les mythes? Oh, ils se répandaient rapidement. Certains affirmaient en fait que les big fins atteignaient 26 pieds ou se déplaçaient sur le fond marin comme des araignées. La réalité, plus étrange. La marche du calmar était lente, délibérée, presque gracieuse. Les big fins vivent dans les parties les plus froides et les plus sombres de l'océan, parfois à plus de 20 000 pieds de profondeur. Personne n'a jamais capturé un adulte pleinement développé et la plupart des observations concernent des juvéniles. Ces images ont donné aux scientifiques leur regard le plus clair à ce jour sur le comportement de ces créatures insaisissables. Plutôt que de nager librement, le big fin explore parfois le fond marin de cette manière, probablement à la recherche de nourriture. Et les profondeurs cachent plus que de simples créatures étranges, elles dissimulent aussi des histoires humaines anciennes. Numéro 8. La ville perdue d'Atlet Yam. En 1984, l'archéologue marin Ehud Galili scannait le fond marin au large d'Atlet, en Israël. À quelques centaines de mètres au large, à environ 8 à 12 mètres de profondeur, il a repéré quelque chose qui n'appartenait pas. Des murs, des pierres, des structures. La datation au carbone des restes végétaux a confirmé que cet endroit datait de 6900 à 6300 avant Jésus-Christ. C'était l'ère néolithique pré-céramique. Des plongeurs ont découvert un puits en pierre, des maisons rectangulaires, des foyers et 7 énormes mégalithes, chacun pesant 600 kg, entourant une source sacrée. Autour de la structure, nous avons de grandes dalles pesant quelques centaines de kilogrammes chacune, et dessus il y a des dizaines de marques en forme de coupe. À l'intérieur, il y avait des haches, des faucilles, des crochets, des graines de blé et de figues, même 6000 os de poissons. Atlet Yam est comme un maillon manquant pour nous montrer comment certains groupes ont effectué cette transition d'une chasse-cueillette stricte à une agriculture sédentaire. Mais voici le coup de grâce. 90 tombes humaines, y compris les cas les plus anciens connus de tuberculose et des squelettes avec des dommages aux oreilles, des blessures de plongée dues à l'eau froide. Pourquoi a-t-il disparu ? Un tsunami massif, probablement déclenché par un effondrement de l'Etna, a envoyé une vague de 40 mètres à travers la région, l'effaçant. Bien sûr, certains l'ont appelé l'Atlantide d'Israël, mais Galili a déclaré que les preuves racontaient la véritable histoire. Numéro 7.
L'épave du golfe du Mexique. Avançons rapidement jusqu'en 2011. Shell Oil cartographiait le fond marin et a repéré quelque chose d'étrange, une forme de 84 pieds par 26 pieds à 4363 pieds de profondeur. L'année suivante, l'Oceanos Explorer de la NOAA a envoyé son ROV. Ce qu'il a trouvé a stupéfait les scientifiques. Lorsque le ROV touche le sol et se dirige vers ce site particulier et que nous posons nos yeux sur l'épave pour la première fois, nous sommes stupéfaits, nous sommes excités. Des sections de coques revêtues de cuivre, des ancres, des canons, un poêle de navire, des bouteilles en verre, des assiettes en céramique et même des mousquets. L'archéologue marin Jack Herrien a noté que ce poêle était presque jamais vu dans les épaves du Golfe. Frank Cantelas de Noé a ajouté qu'il était à plus de 200 miles au large, l'une des épaves en bois les mieux préservées dans les eaux américaines. En 2013, le ROV Hercule a cartographié le site et a révélé 3 épaves distinctes dans la région. L'identité du navire est restée inconnue, mais sa cargaison suggérait qu'il avait joué un rôle dans la guerre de 1812 ou dans le commerce précoce du Golfe. Et voici pourquoi il était encore intact. Le revêtement en cuivre et les sédiments profonds l'ont préservé comme une capsule temporelle. Numéro 6. La cathédrale de corail des îles Salomon. Maintenant, pour quelque chose de vivant. En octobre 2024, l'équipe Pristine Ceas de National Geographic, dirigée par Manu Sanfélix, plongeait au large de l'île de Malaulalo. Ils ont repéré ce qui semblait être une épave. Faux. C'était un corail vivant, Pavona clavis. La chose était massive, 112 pieds de long, 105 pieds de large, presque 5 mètres de haut. Circonférence, 600 pieds. Basé sur les taux de croissance des coraux, il avait au moins 300 ans, peut-être 500, datant des années 1600. Et il était composé de près d'1 milliard de polypes individuels, mais c'était un seul organisme vivant. Henrik Sala a dit le mieux. Juste au moment où nous pensons qu'il n'y a plus rien à découvrir, nous trouvons cela. Manu Sanfélix a qualifié le moment d'émotionnel, un respect pour un corail qui avait survécu pendant des siècles. Certains ont dit qu'on pouvait le voir depuis l'espace, et avec sa taille, il n'avait peut-être pas tort. Numéro 5, requin-baleine. Profondément sous la surface, la vie s'est terminée et a recommencé. Il y a environ une décennie, des scientifiques ont observé un premier, une carcasse de requin-baleine s'enfonçant à environ 1000 mètres de profondeur. Cela a attiré une foule unique. Les morues anguilles sont arrivées en premier, s'enfonçant dans le cartilage mau. Étrangement, les vers océdax, mangeurs d'eau habituels, étaient absents. Le cartilage des requins manquait de la structure et de la graisse dont ils avaient besoin. Au lieu de cela, un nouvel écosystème s'est formé. Des charognards se régalant de ce géant, recyclant ses nutriments. Bien sûr, des histoires folles ont émergé. Des monstres marins géants, des prédateurs secrets. Mais les scientifiques ont clarifié que c'était un événement naturel, rare mais parfaitement normal. Et cela a révélé quelque chose de crucial. Même les requins massifs devenaient la menthe, la base de la vie en profondeur. Numéro 4. Xucheng ou la ville du lion, maintenant en Chine. En 1959, le gouvernement a construit le barrage de la rivière Sinan, inondant une vallée et créant le lac Qiandao. Disparu sous les vagues, Xucheng, la ville du lion. Fondée en 621 après Jésus-Christ pendant la dynastie Tang, Xucheng avait fièrement 5 portes, 265 arches, des lions sculptés, des dragons et des phénix. Elle avait prospéré pendant plus de 1000 ans. 300 000 personnes ont été relocalisées. La ville a coulé sous 85 à 130 et un pied d'eau et a été largement oubliée. En 2001, des plongeurs l'ont redécouverte. Ce qu'ils ont trouvé était époustouflant. Des murs, des sculptures, même des poutres en bois, parfaitement préservées. De l'eau propre, pas de lumière du soleil, pas de courant. Cela avait créé un coffre-fort naturel. Certains l'ont appelé l'Atlantide de la Chine. Mais voici la vérité, ce n'était pas un mythe. C'était une inondation planifiée, enregistrée dans l'histoire. La préservation, c'était le rôle de la nature dans l'histoire. Numéro 3. Méduse-boîte. C'était le rôle de la nature dans l'histoire. Numéro 3. Méduse-boîte. La mort d'un garçon de 17 ans à cause d'une piqûre de méduse-boîte près de Bamaga, sur la péninsule de Cap York, a laissé une communauté en deuil et a soulevé des questions sur ce qui peut être fait pour prévenir ces incidents tragiques. On pensait que les méduses-boîtes se cachaient dans des eaux chaudes et peu profondes, n'est-ce pas ?
Eh bien, en 2015, des chercheurs du programme de recherche marine de Kimberley en Australie ont brisé cette idée. En utilisant des caméras vidéo remorquées et des traîneaux de fond marin, l'équipe a enregistré 64 méduses Chironex vivant entre 39 et 56 mètres de profondeur près des récifs au nord-ouest de l'Australie. C'était bien plus profond que ce que quiconque avait prévu. 700 ans. Une seule remorque de 1500 mètres, ils avaient repéré des dizaines, ne dérivant plus près de la surface. Ces méduses chassaient activement près du fond marin, poursuivant probablement de petits poissons et crustacés. La méduse boîte est l'animal le plus venimeux du monde. Donc juste là, cela vous dit que nous avons affaire à une espèce horriblement dangereuse. Bien sûr, des mythes se sont répandus. Les méduses boîtes se cachaient-elles secrètement là où les plongeurs n'osaient pas aller, mais les scientifiques ont rapidement mis fin à cela. C'était simplement un nouveau comportement, pas une menace cachée. Pourtant, cela a changé la donne. Ces méduses mortelles n'étaient plus limitées aux eaux ensoleillées. Elles avaient une portée, et cela a rendu les rencontres avec elles un peu plus imprévisibles. Cela a changé la donne. Ces méduses mortelles n'étaient plus limitées aux eaux ensoleillées, elles avaient une portée. Et cela a rendu les rencontres avec elles un peu plus imprévisibles. Numéro 2. Poisson lanterne des profondeurs. En novembre 2014, le Monterey Bay Aquarium Research Institute avait envoyé son ROV dans le canyon de Monterey. À environ 600 mètres de profondeur, les caméras se sont fixées sur quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar, un poisson lanterne noir. Enfin ce soir, des chercheurs marins étaient à la recherche de requins l'autre jour au large des îles Canaries, où ils ont trouvé quelque chose de tout à fait inattendu. Regardez ça. C'est un poisson lanterne bossu. Grande mâchoire, peau semi-transparente et cet appât lumineux étrange, tout cela s'est déroulé en vidéo. Mais ce n'était pas la première surprise des poissons lanternes. En 2004, le MBRI avait filmé une autre espèce, Chaonacops coloratus, à 2600 mètres. Celui-ci ne dérivait pas. Il marchait sur le fond marin en utilisant des membres en forme de nageoire. Les scientifiques n'avaient jamais vu cela auparavant. Les mythes adoraient ces images. Poissons extraterrestres, monstres des profondeurs. Mais des chercheurs comme Bruce Robison et Lonnie Lunston ont souligné qu'il s'agissait simplement de chasseurs naturels, parfaitement adaptés à la vie dans l'obscurité totale. Robison avait qualifié la vidéo de creepy mais scientifique. Lunston a mis en avant les nageoires d'or marchantes et les changements de couleur, des juvéniles bleus se transformant en adultes rouges. Grâce à ces missions ROV, les scientifiques avaient maintenant de vraies images, plus besoin de s'appuyer sur de vieux spécimens poussiéreux. Et ce qu'ils avaient vu, plus étrange que quiconque ne l'avait imaginé. Numéro 1. Champ hydrothermal de la ville perdue, Atlantique. Dernière étape, un endroit si étrange qu'il aurait pu réécrire l'histoire des origines de la vie. En décembre 2000, à bord du RV Atlantis, des scientifiques sont tombés sur d'imposantes flèches blanches s'élevant du fond marin sur la dorsale médio-atlantique. Ils l'ont appelé le champ hydrothermal de la ville perdue. 30 cheminées carbonatées imposantes, certaines mesurant près de 60 mètres de haut, crachaient dans des fluides alcalins entre 40 et 90 degrés Celsius. La cause ? Une réaction appelée serpentinisation. L'eau de mer a rencontré la roche du manteau, produisant de l'hydrogène et du méthane. Pas de magma impliqué. Des expéditions de suivi ont cartographié 3,3 km² et confirmé que le champ avait été actif pendant au moins 120 000 ans. Mais ce qui a vraiment stupéfié, c'était la vie à l'intérieur. Des archées productrices de méthane, des bactéries vivant à l'intérieur des murs de cheminée et des créatures bizarres, des escargots, des bivalves, des crevettes, des vers tubaires, des coraux. Occasionnellement, même des poissons et des requins rendaient visite. Les premiers titres criaient « Atlantide sous-marine », mais la scientifique Deborah Kelly a rectifié le tir. C'était un écosystème naturel, florissant, pas une ville perdue. Plus important encore, cela offrait des indices sur les débuts de la vie. Hydrogène et méthane provenant des roches, ingrédients qui pourraient avoir alimenté la vie sur la Terre primitive. Alors, que pensez-vous qu'il reste encore caché sous ces vagues infinies, des civilisations perdues, des créatures que personne n'a même imaginées, ou des forces de la nature que nous ne pouvons pas expliquer ? Une chose est sûre, nous n'avons à peine effleuré la surface. Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous voulez plus de plongée dans l'inconnu. Et dites-moi cela dans les commentaires. Laquelle de ces découvertes vous a le plus étonné ? Je vais surveiller vos réponses.